Et comment ils vont mes petits motards en herbe? Nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. Comme d'habitude, on va avoir plusieurs sujets. Mais c'est vrai qu'on va avoir un sujet principal au sein de cette vidéo. On va revenir sur cette grosse rumeur de cette saison 2026. Est-ce qu'au sein de cette Yamaha de cette année, il y a un moteur 850 cm3? Plusieurs personnes se posent donc pas mal de questions. Je vais essayer d'analyser quelques chronos et vous donner à peu près une analyse et surtout un avis principal là-dessus. Bref, allez, on arrête de blablater, on est parti. Alors on va commencer avec la principale et grosse officialisation, qui n'était pas une surprise, mais Fabio Quartararo va donc bien rejoindre Honda pour la saison 2027. Bon, j'espère que ça va être une bonne aventure chez Honda. Je vous en ai déjà parlé, donc on va pas tourner plus autour du pot. Je reste quand même assez dubitatif. Quitter Yamaha, pour moi, c'était une bonne idée, une bonne solution, entre guillemets, pour essayer de retrouver le haut du classement. Je pense que la Yamaha 2027 ne sera pas encore l'une des meilleures motos. Je pense que Fabio Quartararo a fait assez de temps chez ce constructeur japonais. Maintenant, le problème, c'est que l'interrogation qu'on peut avoir sur le niveau de performance de la Yamaha en 2027, techniquement, on l'a aussi un peu sur la Honda. Alors c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs sur le fait que possiblement cette nouvelle Honda soit très bien née. Mais bon voilà, dubitatif une nouvelle fois, c'est le mot. Donc je croise les doigts et j'espère le mieux pour Fabio. Ça fait plusieurs saisons qu'on ne voit plus notre pilote français véritablement capable de jouer le titre de champion du monde. J'espère que dès 2027, cette situation changera. Niveau officialisation, on a aussi un pilote Moto2 qui arrivera l'année prochaine en MotoGP. C'est donc David Alonso, le petit crack qui va donc rejoindre la catégorie reine. Alors, on sait que ça va être chez Honda. Il sera un pilote Honda, mais on ne sait pas encore dans quelle équipe. S'il va être chez Honda Usine ou dans le team LCR. Ça va se jouer, je pense, avec l'avenir de Diogo Moreira. Vous le savez, Honda apparemment a envie de mettre Diogo Moreira dans le team usine, mais c'est encore en discussion. Donc, je suppose que ça va se jouer là-dessus. Si Moreira reste dans le team LCR, je pense que David Alonso ira dans le team usine. Et si Moreira va dans le team usine, Alonso ira dans le team LCR, vous avez compris l'idée. Bref, en tout cas, un nouveau crack en MotoGP. Et Honda a quand même un sacré line-up de pilotes pour l'année prochaine. Donc, ça annonce du très beau pour le MotoGP. On a donc pas mal parlé au fil de ces derniers jours et de ces dernières vidéos, évidemment de ce mercato et donc des pilotes qui vont rejoindre la catégorie reine. On a pu voir qu'il y avait donc des pilotes Moto2 qui allaient donc venir. On vient de parler de David Alonso, il y avait aussi Oliado et il y a des chances que d'autres pilotes Moto2 rejoignent donc cette catégorie. Mais il y a un pilote qui est pourtant leader du championnat du monde qui semble être tout simplement snobé. C'est Manu Gonzalez. Et justement, dans une interview, il est revenu un petit peu là-dessus. Et on comprend bien à quel point des fois, le marché des transferts, le mercato, peut être dur pour un pilote qui pourtant sportivement aujourd'hui fait le travail. Il est leader du championnat du monde. On a donc demandé à Manuel Gonzalez, Izan Guevara, Senna Adius, David Alonso ou Daniel Olgado sont derrière vous au championnat. Est-il juste que vous n'ayez toujours pas de place assurée en MotoGP? Et là-dessus, il a déclaré non, ce n'est pas juste. Si l'on regarde uniquement les chiffres, cela ne devrait pas être comme ça. Mais en MotoGP, seuls les résultats ou les performances ne comptent pas. Beaucoup d'autres critères entrent en jeu et ce sont des choses sur lesquelles nous, pilotes, n'avons pas vraiment de prise. Comme je le dis souvent, chacun a suivi un parcours différent. Il faut analyser ce que chaque pilote a accompli avec le moyen dont il disposait. Il ne faut pas regarder seulement les résultats, mais aussi ce qu'il a réussi à faire avant ce qu'il avait entre les mains. Bon, justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Est-ce que vous trouvez ça normal que Manuel Gonzalez soit entre guillemets snobé? Je crois qu'on avait quand même vu des rumeurs sur une possible arrivée dans le Team Trackhawks, mais d'un point de vue général, on comprend bien que c'est pas facile et qu'il n'y a pas un intérêt majeur de la catégorie pour le pilote espagnol. Moi, je trouve ça aussi un peu injuste, je suis d'accord avec lui. J'aime aussi par contre cette analyse, je trouve très juste qu'il a. Bien évidemment, c'est une chose d'être leader du championnat du monde, mais quand tu es dans une très bonne équipe, c'est différent qu'un pilote par exemple qui peut être, je sais pas, 10e du championnat du monde, mais qui fait des super coups sur une moto qui est bien moins bonne et dans une équipe qui est bien moins prestigieuse. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que comme il le dit très bien et comme il l'analyse, le championnat du monde, ça veut tout dire, mais aussi rien dire. Maintenant, c'est quand même particulier quand on pense quand même à une certaine logique sportive de se dire que plusieurs pilotes qui sont derrière lui au championnat du monde, et ils sont derrière lui
pas 6e, 7e avec un Manuel Gonzalez qui est 4e au championnat. Non, ils sont derrière lui, alors que Manuel Gonzalez est premier du championnat. Sportivement, c'est vrai que c'est quand même étonnant de se dire qu'il n'a pas une véritable opportunité, pour l'instant en tout cas, en MotoGP. Alors c'est vrai qu'on a pu aussi voir le fait qu'il était espagnol. Et comme il le dit aussi très bien, une nouvelle fois, c'est pour ça que je vous partage cette analyse, parce que je trouve que ce qu'il dit est très concret. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres pilotes qui ont d'autres intérêts. Il y a les questions de nationalité, il y a aussi les questions de marketing, de popularité, il y a aussi, comme on a pu déjà le dire, d'autres questions sportives. Manuel Gonzalez, il est espagnol. Alors bon, il y a d'autres espagnols qui viennent de signer en MotoGP, donc ça veut pas tout dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà énormément d'espagnols dans la catégorie N. On le sait qu'on essaie aujourd'hui d'avoir un plateau un peu plus diversifié. Et on se rend compte que le vœu d'avoir un plateau plus diversifié, des fois, ça met un petit peu de côté le côté sportif. Et ça, c'est un grand débat qu'on va peut-être avoir de plus en plus ces dernières saisons. On le sait, enfin ces prochaines saisons plutôt, on le sait en MotoGP et dans le championnat du monde moto, on a énormément de pilotes espagnols qui sont très forts. Sauf que si on fait monter uniquement des pilotes espagnols parce qu'ils sont très forts, on se retrouve avec un plateau pratiquement fait en grande partie d'espagnols. Et pour un championnat du monde, c'est pas génial. Donc des fois, est-ce qu'on n'irait pas un peu favoriser certaines nationalités contre plutôt de la performance? C'est tout un débat qui est très compliqué. Certains diront non, moi je veux les meilleurs pilotes au monde au sein du championnat du monde. D'autres diront non, moi je veux pas que des Espagnols, je veux aussi plusieurs pilotes et plusieurs nationalités. C'est deux visions qui sont, je pense, compréhensibles, mais qui sont donc très différentes et pas faciles. Moi j'espère quand même que Manuel Gonzalez pourra venir en MotoGP, c'est quand même un top pilote. Dans une certaine logique, quand même, Gonzalez mérite une possibilité, au moins une chance en MotoGP, même si c'est qu'un an, il mérite sa chance. Et juste avant d'arriver au tout dernier sujet de cette vidéo, qui concerne Yamaha et ce moteur 850 cm3, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo. Pour cette deuxième partie de saison, c'est évidemment NordVPN, qui vous permet de voir de nombreux sports, mécaniques ou non, sans coût supplémentaire. Alors, je vous montre un exemple, c'est vraiment très facile. Vous avez juste à installer et ouvrir l'application, et ensuite, il y a par exemple un choix qui s'offre à vous. C'est donc de vous connecter soit en Belgique, soit en Suisse. Par exemple, si vous connectez en Belgique, vous allez ensuite sur le site de la RTBF Ovio, et sur ce site, vous avez de nombreux directs et donc de nombreux sports, mais aussi de nombreux replays liés à ces sports. Bref, je pense que vous avez tout ce qui peut vous intéresser. Je vous rappelle qu'en description, vous avez un tuto qui est fait par mes soins si vous voulez plus d'informations, et en description ou encore en commentaire épinglé, vous avez évidemment mon lien NordVPN qui vous permet d'avoir de très grosses promotions sur les abonnements d'1 an, sur les abonnements de 2 ans, avec en plus des mois gratuits offerts. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous avez aussi la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Bref, merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Un grand merci à vous tous. Et puis on continue maintenant avec ce sujet qui concerne Yamaha. Ça y est, je commence à parler trop vite, on commence à bégayer. Bref, le constructeur japonais. Ces derniers temps, on va dire qu'au cours de cette saison 2026, il y a une très grosse rumeur qui court et qui court et qui court. Et c'est quelque chose que je vois aussi de plus en plus dans mes commentaires. Est-ce que Yamaha n'aurait pas déjà mis au sein de sa machine un moteur 850 cm3 pour travailler, prévoir la saison 2027? Alors vous allez voir que déjà pour arriver à ça, on va devoir revenir sur plusieurs points. Le premier point, c'est le règlement. Moi, quand j'ai vu arriver cette rumeur, la première chose que je me suis dit, c'est « Mais les gars, c'est pas vraiment concevable. Il y a un règlement, s'il y a des moteurs 1000 cm3, c'est pas possible qu'un constructeur puisse avoir un moteur 850. » Et là déjà, il y a un point qui est très intéressant. J'ai appris que du point de vue du règlement, en fait, on n'avait pas le droit d'avoir un moteur qui dépasse les 1000 cm3, mais en fait, du point de vue du règlement une nouvelle fois, on avait par contre la possibilité d'avoir un moteur qui est en dessous de 1000 cm3. Donc déjà, du point de vue du règlement, techniquement sur le papier, oui, Yamaha peut avoir un moteur 850 cm3 aux côtés des autres constructeurs qui, eux, auraient donc un moteur 1000 cm3. L'autre point qui peut donc aussi appuyer cette théorie, c'est cette question qu'on s'est posée à la fin de l'année dernière, c'est pourquoi Yamaha met autant d'argent, d'investissement pour développer un moteur V4 1000 cm3 pour une seule saison. Parce qu'on rappelle que l'année dernière, Yamaha avait donc un moteur
4 cylindres en ligne, on a développé ce V4, mais c'est étonnant parce que là on fait un 1000 pour une saison alors qu'en 2027 on doit faire un tout nouveau moteur, un moteur 850. Donc c'est quand même particulier, ça représente un énorme investissement. Alors c'est vrai qu'en début de saison on se disait bon, bah peut-être qu'on fait ça pour commencer à comprendre un peu comment fonctionne une moto avec une architecture V4. Évidemment, ça change énormément une moto avec un V4 comparé à une moto qui a un 4 cylindres en ligne. Donc, on pouvait s'imaginer ce genre de choses. Maintenant, ça restait quand même intriguant. Et si du coup, finalement, Yamaha, au lieu d'avoir un 1000 aujourd'hui, aurait déjà un V4 850 cm3, et bah tout de suite, on se dit que ça serait beaucoup plus logique cet investissement qu'on a fait en 2026. Maintenant, je vais vous montrer un petit tableur fait par mes soins qui vous montre donc des comparaisons d'écart à la fin de la course. Alors ça peut paraître un petit peu brouillon là comme ça, mais tout doucement, vous allez mieux comprendre. Voici donc ce tableur slash tableau. Alors je vais revenir point par point sur ce que j'ai pu mettre là-dedans. Tout d'abord, on va commencer avec les circuits, les week-ends que j'ai sélectionnés. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris donc 6 circuits. Pourquoi je n'ai pas sélectionné tous les circuits? C'est parce que je fais donc avec ce tableau une comparaison entre 2025 et 2026. Et donc vous imaginez bien que du point de vue d'une certaine dynamique ou de certaines conditions météorologiques, certains week-ends ne sont pas vraiment comparables entre 2025 et 2026. Je vous prends par exemple l'exemple du Mans. En 2025, il y a plu. En 2026, il n'y a pas plu. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de comparer ça. Pour moi, la meilleure comparaison qu'on pouvait faire, c'est sur ces 6 week-ends et donc ces 6 circuits. Comme vous pouvez voir, tout d'abord, j'ai noté le vainqueur et le temps total à l'arrivée de la course. Donc ça veut dire que par exemple, à Buriram en 2025, Marc Marquez a gagné la course en 39 minutes, 37 secondes et 244 millièmes. Vous avez donc aussi la comparaison en 2026. Comme vous pouvez le voir ici, c'est rouge parce qu'en 2026, ici c'est vert. On a roulé plus vite, 1 seconde plus vite précisément. C'est Marco Bezzecchi qui a gagné. L'autre point qui est intéressant donc dans ce classement, c'est ces deux parties-là, une nouvelle fois pour 2025 et pour 2026. Et c'est ce qui va principalement nous intéresser pour le cœur de notre sujet. C'est l'écart à l'arrivée des pilotes Yamaha usine. On se rend compte donc qu'à Buriram par exemple, quand Marquez a terminé la course, Fabio Quartararo lui a terminé à 26 secondes et Alex Rins à 31 secondes. Ça, c'était en 2025. Et on peut se rendre compte donc qu'en 2026, on a roulé plus vite, c'est vrai, lors de la course. Bezzecchi a roulé 1 seconde plus vite à l'arrivée. Mais par contre, Fabio Quartararo et Alex Rins ont mis beaucoup plus de temps. À l'arrivée, ils avaient 30 secondes et 32 secondes. Et donc, c'est en rouge comparé là à en vert. Bref, vous avez compris, ça permet de se rendre compte si tout simplement les pilotes Yamaha usine ont eu un écart plus grand à la fin de la course et d'aussi prendre en compte bien sûr si on a roulé plus vite en 2026. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce classement, c'est les tours qu'on a fait en course. Et cette partie, c'est l'une des parties les plus importantes. Ce que l'on a pu voir pour l'instant, avec les tests avec des motos qui ont des moteurs 850 cm3, c'est qu'on était à environ 2 secondes des meilleurs chronos avec des motos 1000 cm3. Ce qui veut dire que techniquement, si Yamaha avait au cours de cette saison 2026 une moto avec un moteur 850 cm3, normalement, on devrait se retrouver à peu près 2 secondes par tour. Alors attention, ce 2 secondes par tour, il est vraiment à prendre avec des pincettes. Déjà parce que souvent ce sont des pilotes d'essai qui ont roulé, ce ne sont pas les meilleurs pilotes du monde qui sont en MotoGP, que aussi on roule sur des motos qui sont évidemment en cours encore de développement. Ça veut dire que cet écart, il n'est pas 100% concret, c'est vraiment plutôt un exemple. On peut être possiblement, après au début de la saison 2027, à moins de 2 secondes par rapport aux motos 1000 cm3 ou alors à plus de 2 secondes. Ça va aussi dépendre des circuits. Rappelez-vous des propos de KTM qui disait que y avait des chances peut-être que sur certains circuits, on roule à peu près dans les mêmes chronos et peut-être que dans d'autres, on sera à un écart bien plus grand. Donc bref, on va prendre nous en tout cas environ 2 secondes par tour pour une course. Et comme vous vous rendez compte, c'est vraiment assez simple, on va donc faire x2 par rapport au tour et donc les pilotes Yamaha, s'ils prenaient 2 secondes par tour avec un moteur 850 cm3 au cours de cette saison 2026. On serait donc pour les pilotes Yamaha à 52 secondes à Buriram, 50 secondes à Jerez, 46 secondes au Mugello par rapport au leader. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est l'écart réel qu'on a eu en 2026, et techniquement, les pilotes Yamaha n'ont jamais été véritablement dans les chronos à plus de 2 secondes. Donc déjà, cette première comparaison
nous amène à penser que techniquement, en termes de chrono, ça semble peu concret que la Yamaha de cette saison 2026 ait un moteur 850 cm3. Parce que oui, certes, on reste loin, hein, on est à 30 secondes du leader à l'arrivée, mais techniquement, cet écart, il est trop minime par rapport à l'écart attendu qu'on devrait avoir avec un moteur 850 cm3. Ici, pour terminer ce classement, vous avez justement le temps que prennent en moyenne, les chiffres ne sont pas totalement précis, hein, mais en moyenne, le temps que prennent les pilotes Yamaha par tour. Ça veut dire qu'à Buriram, le meilleur pilote Yamaha, donc là c'est Fabio, Rins pour la Hongrie et encore Fabio là pour Assen et l'Allemagne. Mais bref, du coup, en moyenne, à Buriram, Fabio par tour prenait 1 seconde 15. Mais, parce que c'est jamais aussi facile que ça. Comme j'ai pu déjà vous le dire, on en sait assez peu de ces motos avec un 850 cm3. Et c'est pareil, si on peut possiblement avoir au cours de cette saison un moteur 850 cm3, qu'est-ce qu'il en est du reste de la moto? Parce que là, il y a aussi du règlement par rapport à l'aéro, par rapport à l'architecture de la machine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Il y a aussi des changements. Rappelez-vous, en 2027, on va avoir par exemple les Radai Device qui vont disparaître. Alors qu'au cours de cette saison 2026, on les a encore, les Radai Device. Quel est l'impact du Radai Device en termes de chrono? Pour faire simple, en fait, là, on prend en compte 2 secondes d'écart entre techniquement la moto 850 cm3 de 2027 face à une machine 1000 cm3 de 2026. Mais si on met un moteur 850 cm3 dans cette moto 2026, on n'a pas toutes les contraintes qu'a la moto 850 cm3 de 2027. Donc, ces 2 secondes, finalement, qu'on devrait possiblement avoir en plus par tour, eh ben, c'est pas si facile de les appliquer. Et sur le papier, bah, c'est pas non plus tellement concret. C'est peut-être la réponse la plus frustrante. C'est de vous dire qu'il y a plus de chances que oui, la Yamaha 2026 est un 1000 cm3, mais malheureusement, c'est aussi de vous dire, je suis désolé, il n'y a pas 100% de chance que Yamaha ait un 1000 cette saison. Parce que sur certains points, si on pousse l'analyse, si on pousse les comparaisons, si on pousse les probabilités, bah techniquement, il y a quand même une probabilité, peut-être plus petite, hein, c'est vrai, mais il y a quand même une probabilité qu'ils aient un moteur 850 cm3 au cours de cette saison. Ces chiffres ne disent pas 100% le contraire. Donc bon, j'espère que vous avez tout compris parce que c'était une analyse qui n'était pas si facile avec beaucoup de données, beaucoup de chronos. Et d'un point de vue général, bah, je vous admets qu'on ne s'en sort pas véritablement avec une réponse claire. On reste toujours dans le flou, mais on a quand même pu avoir une analyse que je trouve un peu plus intéressante et surtout un peu plus concrète. J'espère que ça vous a plu, malgré une réponse qui reste assez vague. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.